Voilà, donc je vais passer la parole à mon collègue, professeur Fernandez, qui, quant à lui, va évoquer la question de la réinsertion des témoins, des suspects, mais également des criminels. Et donc, bien, je te, je te laisse la parole. Monsieur le Président. Alors je voudrais doublement remercier le professeur Hugueda Sayar, d'abord pour m'avoir invité à revenir dans mon ancienne maison pour une si belle occasion, et ensuite pour m'excuser maintenant de ne pas tout à fait traiter le sujet qu'elle m'a confié, puisqu'à la trinité témoins, suspects et criminels, moi je préfère témoins acquittés et condamnés, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement passés par la justice pénale internationale, et c'est mon angle aujourd'hui. Que deviennent-ils? Que deviennent les participants, les acteurs majeurs au procès pénal international? Comment sont-ils réinsérés? Donc, je ne parlerai pas des victimes, mais les témoins, les acquittés et les condamnés qui ont purgé leur peine. Donc, quelques observations sur ce point. Une évidence, pour commencer, la justice pénale internationale a-t-elle été initiée trop tôt? La CPI est-elle venue trop tôt? Il est en toute hypothèse très tôt pour en faire le procès maintenant. Parce qu'il y a toute une série de coins qui n'ont pas été dévoilés. On a parlé des questions de réparation, et donc on parle maintenant des enjeux de réinsertion. Très peu de dispositions dans les différents statuts des TPI ou de la CPI qui concernent le sort des témoins, des acquittés, des condamnés qui ont purgé leur peine. En fait, on n'a pas tellement pensé l'après-procès. Il n'y a pas de service après-vente, en quelque sorte, de la justice pénale internationale. Pourtant, la question devient progressivement essentielle. Si on s'en tient au TPIR, TPY et CPI, c'est 182 accusés, jugés aujourd'hui, 148 condamnés, 20% d'acquittement quand même, 20% d'acquittement, et beaucoup de ces condamnés qui aujourd'hui recouvrent la liberté. C'est aussi 11 000 témoins qui ont déposé devant le TPIR, devant le TPY ou devant la CPI. La moitié, d'ailleurs, a obtenu une mesure de protection, qui peut être différents ordres. Un exemple bien connu pour illustrer la difficulté des participants au procès pénal international, des acquittés notamment, et des condamnés qui ont purgé leur peine, pour illustrer la difficulté dans laquelle ils peuvent se retrouver, c'est, je pense, aux 13 acquittés et condamnés libérés qui se trouvent en ce moment à Arusha, dans une maison, dans les quartiers indiens, parce qu'on ne leur trouve pas d'état d'accueil. Ils sont libres, mais ils ne peuvent pas retourner dans le pays qui est le leur. D'ailleurs, c'est sociologiquement intéressant parce qu'ils vivent dans la même maison. Eux, militaires, civils, c'est... bon, on peut voir, il y a des camps qui se forment. Voilà. En tout cas, malgré 3 résolutions du Conseil de sécurité, le TPIR et le mécanisme aujourd'hui a toutes les difficultés pour leur trouver une solution de réinsertion. On aurait tort, cependant, de négliger ce qui va leur arriver. De manière générale, je crois que le sort des témoins, des acquittés, des condamnés qui ont purgé leur peine est important pour eux, mais aussi pour l'institution, pour la justice pénale internationale. Pour eux, parce qu'ils se trouvent souvent dans une grande vulnérabilité. Les témoins, d'abord, en tout cas ceux qui ne sont pas des experts invités, ont pu être traumatisés par la verbalisation de ce qu'ils ont vu, par les questions de la défense, par celles de l'accusation, le cas échéant, par leur identification, par le suspect, par une certaine stigmatisation dans leur communauté, etc. S'ils ont échappé aux pressions et aux menaces qui visaient à les empêcher de parler, ils peuvent désormais être à la merci de représailles. Pour les acquittés, ensuite, ils sont toujours marqués au fer rouge par leur qualité de suspect. Ils ont été publiquement accusés, exposés. Et puis, au verdict judiciaire ne correspond pas toujours le verdict populaire. Surtout quand la CPI, par exemple, estime que, je cite, le fait de déclarer qu'un accusé n'est pas coupable ne veut pas nécessairement dire que la Chambre constate son innocence. Katanga. Pardon. Mais simplement que les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas permis de se forger une conviction au-delà de tout doute raisonnable. Pour d'autres observateurs, ils peuvent avoir moins de doutes et vouloir rendre leur propre justice. Les condamnés, enfin, qui ont purgé leur peine, peuvent également être perçus comme des auteurs que l'on n'a pas assez châtiés et qui ont au surplus perdu leur statut, leurs ressources, qui sont donc exposés maintenant. En second lieu, le sort de ces hommes est aussi important pour la justice, pour l'institution, pour son exemplarité, pour son autorité. Quels témoins, quelles victimes feront confiance à la justice pénale internationale si elle laisse l'image d'un phénomène qui se sert de ces hommes
sans les protéger ensuite, s'ils pensent que leur témoignage va les exposer avant, pendant, mais aussi après le procès, je crois qu'il n'y aura plus beaucoup de volontaires. Et puis, comment est-ce qu'on peut ériger en modèle la CPI, par exemple, si ces acquittés ou ces condamnés qui ont été libérés apparaissent comme broyés par la machine et laissés en orbite autour d'États qui se les rejettent. Il ne faut pas oublier non plus que l'objectif de la justice pénale internationale, dissuasion judiciaire, c'est aussi la réinsertion des condamnés et plus largement de ces acteurs. C'est ainsi que la CPI l'entend dans Katanga, c'est ainsi que les TPI l'ont entendu dans toute une série d'arrêts, et puis c'est aussi une obligation internationale qu'on trouve à l'article 10-3 du pacte de 66. Les enjeux sont majeurs, mais le sort de ces acquittés, de ces témoins, de ces condamnés libérés, se heurte à plusieurs difficultés. 3 au moins à ce stade. Une difficulté médiatique, ça n'intéresse plus. Ça n'intéresse pas. L'après-procès, ça intéresse moins l'opinion publique, les relais d'information. Une fois que la justice est passée, finalement, peu importe ce qui arrive à ces simples mortels, bon, qu'on a écoutés, qu'on a accompagnés, qu'on a jugés, mais maintenant, il y a moins de pression sur les États et institutions concernées pour que des solutions soient trouvées. Difficultés médiatiques, difficultés financières ensuite, dans la mesure où la protection de ces hommes et de leurs familles se pense ici sur le long terme, et ça engendre des coûts. Ça coûte très cher de protéger, de réinsérer. Une difficulté humaine ensuite, puisque souvent ces témoins, ces acquittés, ces condamnés peuvent être dans le déni, on en a parlé ce matin, dans le déni de leur responsabilité ou dans le déni de leur traumatisme, et ne pas percevoir leurs besoins de protection, leurs besoins d'amendement. Donc, en somme, on a l'impression, en forçant un peu le trait aujourd'hui, qu'il est presque plus difficile de mettre en liberté un accusé, de réinsérer, de réinstaller un témoin ou un acquitté, que d'arrêter un suspect. En réalité, la question du sort des participants au procès n'échappe pas à une loi qui est bien connue des autres stades de la justice pénale internationale. Rien, ou pas grand-chose, ne peut se faire sans la coopération des États intéressés et des grandes puissances. Rien. On avait compris, s'agissant des enquêtes et des poursuites, que la justice pénale internationale n'avait pas de force de police pour obtenir ses accusés, et que l'exécution de ses décisions dépend du bon vouloir, des pouvoirs qu'elle sollicite, auxquels elle s'adresse. Et on comprend maintenant, au stade de l'après-procès, qu'elle n'a ni territoire, ni les habilitations nécessaires pour protéger ses témoins et réinsérer ses acquittés ou les condamnés qui ont purgé leur peine. Dans ces conditions, je vois 2 questions complémentaires lorsqu'on s'intéresse à la réinsertion comme la réintroduction réussie dans une communauté nationale d'un participant au procès pénal international. 2 questions complémentaires, me semble-t-il, et immédiates, leur réinsertion spatiale et leur réinsertion sociale. La réinsertion spatiale, d'abord, des témoins acquittés et condamnés. Tous ont été, ponctuellement ou plus longuement, déracinés des milieux dans lesquels ils avaient l'habitude d'évoluer. La justice pénale internationale se déroule, dans l'immense majorité des cas, hors sol, loin de leur terre, loin de leur communauté, loin de leur État. Donc, volontairement ou non, les hommes concernés se sont retrouvés sous l'autorité d'un tribunal international, moment de rupture dans leur vie, et une fois libérés de leurs obligations, il faut pouvoir les réinstaller sous la juridiction d'un État. Une seule alternative. Soit ils rejoignent l'État de provenance, qui est souvent leur État de nationalité, soit ils sont accueillis dans un nouvel État, en raison du refus de l'État de rattachement initial de les accepter, ou en raison des craintes qu'ils pourraient être exposés en cas de retour dans leur État de rattachement. Alors d'abord, le retour dans l'État de nationalité du participant. Le retour d'un témoin, d'un acquitté ou d'un condamné dans son État de nationalité suppose déjà, 1, que sa nationalité soit établie, 2, que l'État existe encore, 3, qu'il ne s'oppose pas à ce retour, ou que ce retour n'expose pas le participant au procès à des craintes de persécution. Sa nationalité peut d'abord être incertaine en raison des évolutions du terrain. On pense à la sécession de sa province d'origine, à ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, ou en raison, bon, c'est une hypothèse d'école encore, mais j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps, d'une déchéance qui serait prononcée à la suite des déclarations du participant ou son implication dans les crimes en cause. Alors, même si on trouve plusieurs instruments en droit international qui garantissent au droit à un national de pouvoir rentrer chez lui, encore faut-il, dans les faits, que l'État concerné ne manque pas à ses obligations et accepte le retour de la personne en question. On le voit, la coopération des États est essentielle, sans compter les obligations de non-refoulement qui sont propres à la Convention de Genève de 1951 ou à d'autres régimes juridiques, comme la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis,
à supposer même que l'État de nationalité accepte le témoin, l'acquitté ou le condamné qui a purgé sa peine, ce n'est pas toujours bon signe pour lui. Un exemple, celui de Germain Katanga, condamné par la CPI à 12 ans d'emprisonnement et qui, à sa demande, mais peut-être avait-il pas envisagé toutes les hypothèses qu'engendrerait son retour, à sa demande, est allé purger la fin de sa peine en RDC, dans son état de nationalité, à la suite d'un accord ad hoc entre le gouvernement et la CPI. Sa peine s'est achevée le 18 janvier 2016, mais il n'a pas été libéré pour autant. Il est maintenant poursuivi par la justice locale pour les crimes qu'il a commis. Tout ça sans négociation, sans discussion en temps voulu avec la Cour, et donc contrairement à l'accord ad hoc et contrairement à l'article 108 du statut de Rome. On peut trouver ça normal que Katanga réponde de ses crimes. On peut s'étonner quand même que la CPI ait participé à une procédure où M. Katanga n'a pas d'avocat, où il est jugé devant une haute cour militaire où la décision sera sans appel et où il risque la peine de mort. Même si la Cour a obtenu quelques garanties, on verra. Le retour dans un nouvel état d'accueil maintenant, dans l'hypothèse où le recours dans l'état de nationalité n'est pas possible. La réinstallation de l'aveu même de la Cour, c'est une mesure grave. C'est quelque chose qui déracine le participant au procès et qui peut, je cite, le perturber considérablement. Il faut donc non seulement trouver un État qui accueille le témoin, l'acquitté ou le condamné qui ne peut pas retourner dans son état de nationalité, mais pas n'importe quel État. Un État où c'est raisonnable de le réinstaller, au regard de la langue, au regard de la culture, au regard des perspectives économiques, au regard du statut qu'on va lui garantir. Le problème, c'est qu'ici, tout se fait sur une base volontaire. Il n'y a pas de coopération obligatoire. Si aucun État, parti même au statut de la CPI, n'est obligé d'accueillir un de ces hommes. Ce sont des accords spécifiques qui se font, d'ailleurs, sur le principe du double consentement sur l'accueil et le consentement sur la personne qui est visée. S'agissant d'abord des témoins, maintenant. Là, la situation est peut-être la plus avancée, puisque la CPI dispose d'une unité de protection des témoins qui, entre autres, envisage des mesures procédurales. On masque leur voix, on fait des huis clos, etc., mais aussi des mesures de protection opérationnelle, avec des réinstallations permanentes ou temporaires. En 15 ans d'existence, la CPI a réussi péniblement à conclure uniquement avec 17 États des accords de réinstallation. 17 États seulement. 500 personnes ont pu en bénéficier, 100 témoins, puis leurs familles. C'est peu, c'est insuffisant. Et la Cour est à la recherche de nouveaux États d'accueil. Et surtout, à la recherche de nouveaux États africains. Parce que la plupart des témoins, des accusés et des condamnés qui ont purgé leur peine sont des Africains. Donc il faut pouvoir les réinstaller dans les lieux qui sont les plus proches de leur culture et de leur famille également. S'agissant ensuite des acquittés, là, les statuts des juridictions pénales internationales n'obligent nullement celles-ci à les assister dans leur vie d'après. Face aux difficultés rencontrées en pratique, toutefois, toutes les juridictions pénales internationales les ont aidés, en tout cas ont essayé de les aider. Le TPIR, par exemple, en essayant de s'appuyer sur la collaboration d'États tiers. Certains anciens accusés acquittés ont ainsi pu se réinstaller en Suisse, en France, en Belgique, en Italie, enfin, souvent quelques mois, voire quelques années après leur acquittement. Il y a une période de latence, en quelque sorte. D'autres ont dû attendre plus longtemps et attendent toujours, à Arusha, par exemple. Enfin, le premier acquitté de la CPI, M. Chui, a vu sa demande d'asile rejetée, et faute d'accord avec un État tiers, il a été éloigné vers la RDC. Et donc, il ne peut compter que sur la pression, la vigilance de quelques ONG pour que Kinshasa assure effectivement sa protection contre d'éventuelles représailles. S'agissant enfin des condamnés, maintenant, une chose à savoir, c'est que l'état d'exécution de la peine n'est jamais, en tout cas jamais automatiquement, l'état de résidence, une fois que le condamné a purgé sa peine. Il faut ici un nouvel accord. Et ça ne se bouscule pas pour accueillir des anciens condamnés qui viennent de purger leur peine. Voilà, dans l'attente, tous ces hommes se trouvent dans une situation intermédiaire, une sorte de ni régularisable sur le territoire siège de la juridiction ou sur le territoire de l'état d'exécution, et ni éloignable, faute d'État qui les accepte. On pense, toute proportion gardée, à la situation des détenus de Guantanamo, dont personne ne veut, ni la justice, ni la politique.
Passons maintenant à la réinsertion sociale. Une fois qu'on a réglé la question de la réinsertion spatiale, la réinsertion sociale des témoins acquittés et condamnés. Elle oblige une action sur le long terme pour les autorités concernées, afin d'une part de protéger les individus et ensuite de prendre des mesures plus générales de réconciliation nationale, afin de réparer les vivants, enfin de réparer les survivants plutôt. La réinsertion des témoins acquittés ou condamnés suppose donc des efforts importants de leur état de provenance, mais il est toujours des situations où leur réinsertion ne peut être véritablement envisagée que dans un nouvel état d'accueil, là aussi. D'abord, la réinsertion sociale dans l'état de provenance du participant, ce qui est le plus logique immédiatement. Là, la réinsertion, elle dépend de l'attitude du participant, de la disposition de la communauté concernée, du volontarisme des autorités nationales, et puis aussi du suivi des juridictions pénales internationales concernées. Le participant d'abord, témoin acquitté ou condamné. Encore faut-il qu'il soit disposé à reconnaître la portée de ses actes, ce qui n'est pas toujours le cas. S'agissant des accusés notamment, il n'y en a pas beaucoup qui, comme Almadi à la CPI ou comme Plavchik devant le TPY, assument leur responsabilité, la reconnaissent, et pas seulement de façade, encore que pour Plavchik ça peut se discuter, et puis expriment des remords, ce qui peut les aider ensuite à se réinsérer. Nombre d'études, et on en a parlé ce matin, nombre d'études montrent que ceux qui ont été condamnés au TPY sont toujours dans le déni des actes qu'ils ont commis, sont toujours dans le déni de leur responsabilité. On a évoqué ce matin que le juge était un médiateur, un tiers qui permettait de juger. Oui, mais il est assez facile de disqualifier le juge. Et donc, se réinsérer dans une communauté en refusant d'assumer sa responsabilité peut être compliqué, surtout quand on a été jugé avec des concepts que l'on ne comprend pas. L'entreprise criminelle commune, c'est des choses qui sont totalement étrangères dans beaucoup de cultures. Voilà pour le participant. Pour la communauté ensuite, encore faut-il que la communauté d'accueil, elle aussi, elle soit disposée à reconnaître la portée des actes du participant. Or, si on prend le cas du TPY, il y a un certain nombre de condamnés ou d'acquittés, je pense à Lazarevitch ou à Seselj, qui ont été accueillis en héros chez eux, dans leur retour. Alors, pas besoin d'être réinsérés, hein. Ils sont accueillis comme des héros. Il y en a même un qui a obtenu immédiatement un mandat d'élu et qui a fait campagne, Seselj, sur le fait qu'il avait été le vainqueur de la justice pénale internationale. Bon. Tout le monde n'est pas comme, je crois qu'on l'a cité ce matin, je pense que c'est pas toi, comme Lady Macbeth, hein, qui, accablée sous le poids de ses crimes, passe son temps à se laver les mains parce qu'elle pense y voir des taches de sang. Il y en a d'autres qui s'en lavent les mains, au contraire, quoi. Les autorités nationales, maintenant, elles aussi elles ont une responsabilité qui est très lourde, hein, parce qu'elles doivent prendre le recul nécessaire pour garantir à ses participants une sorte de droit à l'oubli. Quand la justice est passée, je crois qu'on peut raisonnablement revendiquer pour ces hommes un droit à l'oubli, un droit à la transition. Moi, j'aime bien cette formule de notre collègue, hein, Pierre Legendre, sur le rôle idéalisé de toute justice pénale. Je cite, « Elle sépare l'innocent de l'assassin de son crime et la victime de sa souffrance. » Oui, mais encore faut-il que les autorités assument cet idéal et mettent en place des mesures. Par exemple, 3 seulement des États africains sur 55, 3 seulement ont mis en place des programmes de protection des témoins. 3, dont le Kenya. Et on a vu ce que ça a donné. Il faut dire que tout ça, ça coûte de l'argent, ça réclame des formations, des équipements, de l'expérience. Et même si on prend l'exemple du Rwanda, la situation montre que la justice est peut-être nécessaire, mais certainement pas suffisante à la réinsertion de ces hommes, de ces accusés, de ces témoins, de ces condamnés. C'est une flèche, comme vous disiez, Philippe Sand, ce matin. Le Rwanda, toute une série de mesures sans précédent ont été prises depuis 1999. On a changé l'hymne national, on a instauré des camps obligatoires dont on peut discuter à la portée, on a changé le drapeau, etc. Bon, au final, finalement, la réinsertion des participants au TPIR ou au système Gachacha, elle s'est opérée dans la marginalisation, dans la crainte. Chacun restant un peu dans sa communauté et taisant ses blessures ou sa haine. Il faudra des générations, il faudra vraiment des générations, et ce seront seulement les enfants de ces témoins acquittés et condamnés, et peut-être avec les traumatismes que l'on a pu voir ce matin, qui pourront bénéficier d'une réelle réinsertion. Comme le dit cette victime Tutsi dans le très beau livre de Jean Hatchfeld, La stratégie des antilopes, je cite, « Le temps nous oblige à tout avaler. » Elle ajoute, « La chance aime les Hutus. Ils tuent, ils ne sont pas tués. Ils s'enfuient au Congo, ils sont ramenés gratuitement. Ils vont en prison,
ils sortent gras et bien reposés. Ils brûlent nos maisons, ils retrouvent les leurs sans anicroche, avec à l'intérieur des épouses pour cuire la marmite et faire les amitiés nocturnes. On touche ici vraiment aux limites de la réintroduction des accusés ou des témoins aux mains sales dans ce qui reste de la communauté nationale, de leur communauté nationale, après des crimes de masse. Enfin, la réinsertion sociale, elle passe aussi par les juridictions. Elles ont un rôle important à jouer ici, les juridictions pénales internationales. Elles doivent accompagner ces témoins, ces acquittés, ces condamnés qui ont purgé leur peine. Elles le font de manière encore embryonnaire. C'est le cas, par exemple, du mécanisme pour les TPI. Sa branche pour le TPIR s'occupe, par exemple, de 3300 témoins dans la phase post-procès, auxquels elle fournit l'assistance médicale, et notamment pour ceux qui sont malades du sida et qui résident au Rwanda. C'est le cas au TPY. Là, la branche du mécanisme fournit toute une assistance juridique et légale pour les aider notamment à se réinsérer économiquement. C'est le cas de la CPI, s'agissant des témoins, où elle cherche des garanties auprès des États pour leur trouver un statut. On va en parler, comme c'était le cas dans les témoins détenus dans l'affaire Katanga, qui sont revenus en RDC. Et surtout par la mise en place de mécanismes d'alerte en cas de danger psychique ou physique. Mais néanmoins, parfois, il faut envisager, et c'est là-dessus que je terminerai, une réinsertion sociale dans un nouvel état d'accueil, parce qu'elle est impossible, tout simplement, dans l'état de nationalité, dans l'état de provenance. Alors évidemment, ça pose ici d'autres difficultés. Si le témoin, l'acquitté ou le condamné qui a purgé sa peine n'auront pas à se réintroduire ici dans la communauté, directement concernés par les crimes qu'ils ont pu dénoncer, prétendument ou réellement commettre, il faudra quand même leur assurer un nouveau statut social, leur offrant des garanties de sécurité et des perspectives d'intégration. Deux grandes possibilités. Soit le nouveau statut est donné en application de dispositifs nationaux, sans l'interférence d'une juridiction, et c'est l'État d'accueil qui ici met en place de lui-même, unilatéralement, des garanties, soit le nouveau statut est donné en exécution d'un accord conclu entre la juridiction internationale concernée et le nouvel État d'accueil. En premier lieu, donc, l'État qui est directement sollicité par un témoin, un acquitté ou un condamné qui a purgé sa peine, il peut leur accorder un visa d'entrée, puis un titre de séjour. Ce nouvel État d'accueil fournit souvent, et c'est logique au regard des craintes de ces hommes, un statut protecteur, pris en application d'instruments internationaux tels que la Convention de Genève de 1951 ou alors en application du régime d'asile européen commun. C'est important parce que ces statuts autorisent leurs bénéficiaires à travailler, à accéder à des prestations sociales, voire à un suivi personnalisé pour leur bonne intégration dans leur état d'accueil. Et les bénéficiaires peuvent également demander une réunification familiale. Et deux témoins arrivés à la CPI pour témoigner contre Thomas Lubanga ont ainsi obtenu l'asile aux Pays-Bas et ont pu ici bénéficier de ce statut. Pour autant, cette demande de protection ne prospère pas toujours en raison du passé, du passif de ces hommes, de ces participants au procès. Ils peuvent ainsi être exclus de toute protection si l'autorité ou la juridiction nationale, habilitée à statuer sur leur demande, estime qu'il y a, je cite, des raisons de penser qu'ils ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux applicables. C'est le régime de l'exclusion. Puis il y a même aujourd'hui une tendance, dans les droits européens au moins, c'est d'exclure, de refuser une protection, de faire cesser une protection lorsque l'État d'accueil considère que le demandeur constitue une menace pour la sûreté de l'État, quoi qu'il ait fait, lorsqu'il estime qu'il constitue une menace pour la sûreté de l'État. Voilà, dans ces conditions, il peut être difficile pour les témoins aux mains sales, et même pour les acquittés ou condamnés, au regard du seuil de preuve applicable, des raisons de penser, d'obtenir un statut protecteur. On prendra l'exemple de Mathieu, toujours, Ngudjolo Chui, qui a été acquitté par la CPI, remis en liberté en 2012, mais les Pays-Bas lui ont refusé le statut de réfugié au regard, justement, des crimes qu'il a commis, exclusion du statut. En second lieu, la réinsertion sociale du témoin, de l'acquitté, du condamné dans un nouvel état d'accueil peut dépendre d'accords, peut résulter de l'exécution d'un accord entre cet État et la juridiction pénale internationale. Si on prend le cas des témoins, notamment protégés par l'unité de la CPI, une centaine, on l'a dit, a déjà pu bénéficier d'un accord de réinstallation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va très loin ici. Au titre de ces accords de réinstallation, on prévoit même parfois une nouvelle identité pour le témoin et pour ses proches. L'unité cherche toujours, en tout cas,
à prendre cette mesure, mais vraiment comme dernier recours, et si elle la prend, à la garantir avec un soin qu'il faut souligner. Concrètement, elle cherche à minima, elle négocie à minima un statut de réfugié pour ses témoins. Mais souvent, elle arrive à négocier avec l'État d'accueil un statut ad hoc plus avantageux. J'ajoute que les coûts, le financement de cette réinstallation peuvent être partagés entre l'État d'accueil et la Cour, et surtout, pour faire écho au fonds spécial pour les victimes, un fonds spécial a été créé aussi, où des États qui ne souhaitent pas accueillir chez eux des témoins, mais qui souhaitent quand même participer, peuvent fournir une assistance financière. Et la Cour ensuite vient répartir cette aide. Ça, on est dans un régime assez avancé s'agissant des témoins. En revanche, pour les acquittés ou pour les condamnés qui ont purgé leur peine, là, les négociations sont encore très tâtonnantes. Il y a peu d'accords entre les juridictions pénales internationales et de nouveaux États d'accueil. Il faut dire que la relocalisation ou la réinstallation, les deux termes sont employés peut-être à tort, mais de façon synonyme ici, elle n'est pas évidente. Il y a très peu d'États qui sont candidats pour accueillir chez eux des ressortissants qui pourraient engendrer une brouille diplomatique avec l'État de nationalité de ces acquittés ou de ces condamnés. Voilà quelques observations préliminaires. Je crois qu'en définitive, spatiale puis sociale, la réinsertion des participants au procès pénal international, elle est encore très embryonnaire et elle se heurte sans lumière ici au manque de coopération des États dont on voit bien qu'ils sont ici et ailleurs la clé de voûte de tout l'édifice. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage particulièrement intéressant qui, par ailleurs, d'ailleurs, permet des recoupements entre les deux interventions, parce qu'on le voit bien, là encore, la coopération internationale est fondamentale. Je crois que c'est une zone de perfectibilité du système, parce que, tu as évoqué la question des témoins acquittés ou des personnes qui ont été condamnées, mais je crois que la question de la coopération se pose également pour les personnes au moment de leur détention, puisqu'il faut, là encore, pouvoir jouer dans un certain nombre de subtilités pour que les personnes puissent être emprisonnées, je dirais, et pas seulement aux Pays-Bas, mais dans d'autres États qui sont partis au statut.